Bonjour à tous. Alors, avant de commencer le webinaire et de présenter les intervenants et le sujet, je voudrais m'assurer que vous m'entendez bien. Donc, est-ce que vous pouvez, si vous m'entendez bien, juste me mettre un bonjour ou un OK dans l'onglet conversation que vous avez normalement en haut de votre écran ou en bas d'ailleurs, ça dépend comment vous l'avez disposé sur votre... Ah, OK, super. Donc, j'ai un bonjour, donc c'est bon. Il y a au moins quelqu'un qui m'entend. Hop. Parfait. J'ai plusieurs bonjours, donc c'est que ça fonctionne. Vous m'entendez tous, impeccable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Teams, comment ça fonctionne. Tout au long du webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions si vous voulez intervenir. Pour ça, vous avez compris, hein, il y a l'onglet Conversation dans lequel vous pouvez intervenir. Ceux qui l'ont déjà utilisé pour dire bonjour, vous savez comment ça marche. Et vous avez aussi l'onglet Q&R, questions-réponses. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, de toute façon. Donc voilà, ça vous permettra d'intervenir. On tâchera de répondre au fil de l'eau aux questions, sachant qu'on se laisse un créneau de toute façon en fin de webinaire pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu s'il reste du temps. Donc, écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire qu'on organise Clarity, qu'on co-organise avec ODI Formation et plus particulièrement Yann Vogel, ici présent en tant que directeur d'ODI Formation. Donc, Clarity, pour ceux qui nous connaissent, vous savez, on est donc un assureur de diagnostiqueurs immobiliers pour la responsabilité civile professionnelle et très bientôt le bris de machine. Voilà, donc Yann, je vous laisse dire quelques mots sur des formations peut-être avant de commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc ODI Formation, nous sommes un organisme qui faisons de la formation depuis maintenant 12 ans. Et nous sommes sur la région bordelaise, mais on forme des gens de toute la France. Donc en formation initiale, on forme des futurs diagnostiqueurs, donc futurs salariés ou futurs entrepreneurs, et aussi en formation continue. Formation continue bien avant qu'elle soit réglementaire, puisqu'on est assez connu pour faire de la prévention et on travaille beaucoup avec le juridique. Et regardez aussi ce qui se passe beaucoup dans les tribunaux pour pouvoir faire finalement des préconisations, améliorer vos rapports et puis parler de ce qui se passe en cas de sinistre. C'est très intéressant parce que ça permet d'anticiper. Ce n'est pas anxiogène et d'améliorer finalement la formation au départ et tout au long du cycle de certification. Oui, c'est bien de préciser, Yann, que ce n'est pas anxiogène. Il ne faut pas que ça soit perçu comme ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose pour vous mettre dans le confort dans votre quotidien, dans votre activité. Donc, le thème de ce webinaire, évidemment, comme on vient de le sous-entendre et comme c'est écrit sur votre écran, c'est comment éviter les pièges quand on démarre son activité. Alors, évidemment, c'est principalement adressé aux personnes qui démarrent dans l'activité ou qui envisagent de se lancer dans le diagnostic immobilier. Il y a quand même des choses qui sont destinées à tous, évidemment. Je veux dire, il y aura des conseils qui sont universels, qui vont s'adresser à tous les diagnostiqueurs immobiliers, qu'ils soient débutants ou non, mais principalement, vraiment, la cible de ce webinaire, c'est les créateurs. On aura un deuxième webinaire un petit peu plus tard après les vacances pour les gens qui sont vraiment lancés. Donc, au programme de ce webinaire, donc, on va d'abord vous introduire un petit peu quelques rappels sur votre profession qui est une activité réglementée. Ensuite, on va vous présenter un petit peu les différentes idées reçues que vous pouvez avoir sur le métier et vraiment qui sont aujourd'hui à éviter autant que possible. Ensuite, on va aborder la rédaction des premiers rapports, quelques conseils pour éviter, encore une fois, hein, de tomber dans les idées reçues, dans les pièges. Hop, je vais trop vite. Et comment construire donc des bases solides grâce à l'accompagnement. On va vous expliquer comment donc nous, on perçoit les possibilités d'être accompagnés dans le démarrage de son activité, pour les premiers mois, plus particulièrement les premières années, voire si possible. Ensuite, on abordera l'importance des à côté, donc ces choses qu'on peut avoir tendance à négliger parce qu'on ne se dit pas que ça fait partie du quotidien de l'activité d'une entreprise. Et enfin, s'il nous reste du temps, on prendra un petit moment pour répondre à vos questions diverses, pour qu'on puisse éclaircir tous les sujets qui vous tiendraient à cœur et qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de nous rejoindre encore. Merci d'être aussi nombreux. Vous êtes beaucoup, je ne m'attendais pas à un tel succès, donc donc c'est très bien, ça veut dire que le sujet intéresse du monde aussi. Hop là.
Donc, pour commencer, c'est la partie la plus chiante, hein, si je peux utiliser ce mot-là, on va dire, puisque je vais vous faire quelques rappels juridiques, des choses que vous savez, mais il est toujours bon de le rappeler. Aujourd'hui, en tant que diagnostiqueur immobilier ou futur diagnostiqueur immobilier, vous allez entrer ou vous êtes entré dans une profession dite réglementée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réglementé? Ça veut dire qu'il y a un code, donc un code, en l'occurrence le code de la construction et de l'habitation, qui va définir votre activité, les différentes missions. Donc, vous êtes dans une activité qui est très cadrée. Je vous fais un rappel des articles de loi. Vous ne perdrez pas de temps à les lire, vraiment. Ça peut être un rappel. Alors, vous verrez dans les formations, vous aborderez probablement un petit peu les contours de tout ça. Yann, vous me confirmez, hein, c'est quelque chose qui est abordé un petit peu dans le démarrage des formations. Oui, oui, tout à fait. Le cadre général, les obligations et tout ce qui s'ensuit. Voilà, au niveau des certifications, puisqu'il y a 6 certifications officielles, puisque là, il n'apparaît pas les mentions, puisque vous avez Oui. 6 diagnostics. On va faire un peu un mixte entre la formation et la certification pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou qui ont déjà suivi une formation. Donc, il y a une formation initiale de départ qui dure en moyenne 3 mois. Sur le marché, vous avez 2 formats, distanciel ou présentiel, et qui vont vous préparer notamment aux examens de certification, donc qui sont au nombre de 6. Il n'y a que 2 diagnostics réellement qui ont des options, si je puis dire, c'est l'amiante et le DPE, puisque le plomb en effet a une mention aussi, mais on en parle moins. Donc amiante et DPE qui demandent des prérequis particuliers. Donc ces formations dites entre guillemets longues, de départ initial, doivent être aussi diplômantes pour ceux qui n'ont pas les prérequis, puisque je le rappelle, il faut avoir un niveau BTS dans la construction, technique du bâtiment, ou une expérience minimum de 3 ans. Et ce qui est formidable dans ce métier, c'est que aussi, on peut former des gens qui ne sont pas issus du bâtiment, leur délivrer un titre, si on le fait sérieusement, et finalement, qu'ils puissent se présenter et réaliser ces diagnostics par la suite. Donc, ces certifications, elles sont valables 7 ans. Vous avez aujourd'hui des épreuves qui sont alors, soit aussi faites à distanciel encore et en présentiel, donc les deux, sous des formes différentes, avec des organismes de certification différents, mais avec le même objectif, c'est d'essayer de vous de vérifier que vous avez les compétences pour aller sur le marché, même si ça reste des examens et que ça reste malgré tout limité en termes de vérification. Oui, puis je voulais rajouter juste dans le profil, nous, en tout cas, des gens qu'on côtoie régulièrement, on a vraiment beaucoup de gens qui sont issus plutôt d'une reconversion. Donc, c'est plutôt le profil, finalement, Yann, de ce métier de diagnostiqueur immobilier. Vous êtes parmi sûrement ceux qui sont présents aujourd'hui, beaucoup en reconversion professionnelle, finalement. On n'a pas de cycle universitaire aujourd'hui qui propose de rentrer Non, dans le alors, métier. si, il y a des cycles universitaires qui proposent des cycles plutôt sur une année avec des stages, mais là aussi, on pourra en parler avec l'inconvénient des stages au départ. Mais oui, il n'y a pas vraiment de profil. Là aussi, on peut parler déjà d'idées reçues, même si c'est la thématique globale du webinaire. Euh, on peut avoir des gens bien câblés, mais qui ne sont pas issus du bâtiment et qui vont avoir cette conscience et cette rigueur et qui font de bons professionnels. Parfois, on a des gens qui sont issus du bâtiment, qui ont soit des diplômes, soit de l'expérience et qui, malheureusement, abordent cette formation un peu en gagnant, en pensant qu'ils savent tout parce que finalement, ils sont issus du bâtiment. Sauf que le diagnostic immobilier, c'est un métier, c'est une réglementation, ce sont des méthodes à apprendre. Et finalement, ils baissent un peu la garde à ce niveau-là et sont moins attentifs. Donc, finalement, les bons profils sont ceux qui ont conscience des enjeux des diagnostics et la formation est là pour leur enseigner. Donc, un électricien, par exemple, qui aurait, je ne sais pas, 10-15 ans d'expérience, n'en sait pas plus qu'un fleuriste quand on va parler d'insectes à larves xylophages ou de termites. Donc, finalement, tout le monde repart un peu de zéro sur ces formations au départ. Voilà. Donc, le profil, en effet, 80% des gens qui se présentent dans cette profession ne sont pas issus du bâtiment. Ok, ça marche. Et enfin, là, le dernier volet en fait de cette introduction, toujours dans la continuité de ce que je disais au tout départ sur la réglementation de votre activité, eh bien, elle vous impose aussi de vous assurer. Donc, l'assurance est obligatoire, la responsabilité civile professionnelle, mais pas n'importe quelle exigence, en tout cas la concernant, puisqu'il y a des montants minimums pour lesquels vous devez être assuré. Vous ne pouvez pas légalement avoir un montant inférieur. Je
précise ça parce que on a vu passer, alors ça date d'avant notre arrivée à nous, mais des attestations avec des activités de diagnostic immobilier dessus et des montants de garantie qui ne correspondaient pas aux exigences réglementaires. Donc vraiment, le rappel et la chose sur laquelle vous devez être ultra vigilant, c'est que au minimum, le montant de votre garantie qui figure sur votre attestation, c'est 300 000 € par sinistre et 500 000 € par an. Minimum, évidemment, si vous avez plus, c'est très bien. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir plus quand on démarre, sauf si vraiment vous allez vous orienter vers des diagnostics plutôt industriels, plutôt, ou alors sur des biens de grande valeur. Statistiquement, il y a très peu de sinistres qui dépassent les 200 000 €, mais il y en a quand même. Donc vraiment, ça va dépendre de la population à laquelle vous allez adresser vos diagnostics. Donc là-dessus, il faut être vigilant, il ne faut pas hésiter à aller chercher des garanties supérieures à ce qui est proposé au minimum quand vous êtes lancé. Alors oui, par rapport au montant des sinistres, souvent quand on le présente à ceux qui veulent créer leur boîte, ça fait toujours peur, ces montants, 300 000, 500 000, etc. Alors le but, en effet, c'est pas de lancer le message que vous allez avoir un sinistre à 300 000 € ou à 500 000, mais que ça peut aller très très vite. Je cite un sinistre d'il y a quelques temps où finalement une maison de 60 mètres carrés avait un problème de termites. Malheureusement, la maison était en structure bois, il a fallu l'étayer. Et donc, les demandeurs demandaient carrément de la raser. Donc, pour 60 mètres carrés, on arrivait à un montant de 232 000 €. Donc, le diagnostiqueur avait bien fait son travail, donc il n'y a eu aucun problème. Mais malgré tout, voilà, le montant peut vite monter sans pour autant vous sentir tout de suite redevable de cette somme ou penser que vous allez tomber sur des sinistres à 300 ou 500 000. C'est relativement rare lorsqu'on reste sur des diagnostics, on va dire, standards, puisque Guillaume, vous avez marqué dans votre diapo de formation qu'il y avait aussi des formations de diversification. Donc Absolument. évidemment, pour un diagnostiqueur qui se lance, le raisonnable au départ, c'est justement de rester sur des diagnostics sans mention, de manière à déjà prendre en main le métier, comprendre l'environnement, avant d'envisager éventuellement une diversification. Parce qu'on le disait tout à l'heure, autant c'est une profession formidable parce qu'elle permet la reconversion de gens venant de tout horizon, autant la diversification demande une attention particulière et ne pas se faire appeler systématiquement par les clochettes du chiffre d'affaires et faire attention par rapport à ses compétences. Parce que, évidemment, on parle de l'audit énergétique, on parle de l'amiante avant travaux, avant démol. Bah, là, ça demande une expérience, ça demande des compétences que vous avez acquises dans votre vie professionnelle antérieure. Alors, à ce moment-là, vous pouvez penser à vous diversifier, mais attention à ne pas tomber dans le piège de la diversification dès le départ et de rester dans un cadre raisonnable le temps que justement vous preniez la température de cette activité. Oui, tout à fait, hein, c'est tout à fait vrai et moi j'ajouterais, mais on va en reparler après, que vraiment les premières années, prenez le temps de rester entre guillemets «dans votre zone de confort», hein, voilà, consolidez les acquis que vous avez eus, développez-les. N'allez pas tout de suite chercher des choses qui vous mettent dans des situations où vous doutez de ce que vous êtes en train de faire. Si ça arrive, on verra, il y a des solutions de toute façon pour pouvoir, se faire accompagner, se faire aider et éviter de se retrouver dans des situations comme ça vraiment, au démarrage, soyez très, très vigilants. D'ailleurs tout du long de l'activité également, mais particulièrement au démarrage. Hop, donc on a abordé tout à l'heure le fait qu'on allait aussi s'attacher, à certaines, idées reçues sur le marché. Donc, effectivement, on les a détaillées aujourd'hui en 4 thématiques: la concurrence, les tarifs des prestations, les logiciels et on va aussi aborder un petit peu, la sinistralité. Donc Yann, sur la concurrence, vous en tant que formateur et expérimenté du diagnostic? Alors, c'est vrai que le démarrage est délicat parce qu'évidemment, à la base, c'est une profession, les prestations étaient vendues relativement chères. Hein. Pour mémoire, ce qui paraît juste inconcevable aujourd'hui, le DPE, quand il sortait, on le vendait à peu près de 150 à 300 €. On l'a vu descendre jusqu'à des niveaux bas de 15 €. Alors, évidemment, quand les personnes se lancent, ils se demandent toujours sur quel niveau de tarif se positionner. Euh, je leur dis toujours qu'il faut se positionner sur le tarif le plus élevé. Alors, quand je dis plus élevé des concurrents, tout simplement parce qu'en général, il n'est pas non plus assez élevé, mais c'est le juste minimum. Et la problématique est que c'est un secteur concurrentiel, évidemment, et que tout se fait aujourd'hui par le prix.
pour beaucoup de cabinets qui se posent la question, oui, mais tu comprends, si on ne baisse pas nos tarifs, on ne travaille pas, etc. Alors là aussi, il faut faire comprendre à un vendeur quel est l'intérêt du diagnostic. Et c'est là qu'il y a une culture de l'entreprise qu'il faut aussi prendre lorsqu'on monte son cabinet, c'est de comprendre son métier et de savoir l'expliquer à son client. Alors, certains vont me dire, oui, mais les agents immobiliers, etc., s'en moquent. Alors, c'est à vous de façon de sélectionner vos clients à un moment donné, mais au départ, d'expliquer ce qu'est un diagnostic et la responsabilité du vendeur. Très souvent, extrêmement souvent, les vendeurs ont l'impression d'avoir affaire à un prestataire qui vient faire juste un document pour pouvoir vendre leur maison, un document, voilà. Donc, quelqu'un qui va vendre son document 600 € pour une maison, je ne sais pas, de 150 mètres carrés avec tous les diagnostics à faire, il va avoir un concurrent à 325, peut-être moitié prix. Et pour celui qui fait la demande, finalement, il ne comprend pas, puisque c'est pour lui, sur le papier, la même prestation. Et les deux ont dit qu'ils faisaient de la qualité. Voilà. Alors, le mot qualité, évidemment, c'est un mot qui a été complètement galvaudé depuis 30 ans, puisqu'on a vendu la qualité pas chère. Ça n'existe pas. Je pense qu'il faut prendre le temps, même si parfois ça ne sert à rien, puisque certains clients prendront quand même le moins cher, mais prendre le temps d'expliquer les responsabilités du vendeur, puisque le vendeur a des responsabilités. Si vous avez conscience que le temps que vous allez passer sur le terrain, ça vous permet justement d'identifier des pathologies, des anomalies, etc. Si vous allez trop vite parce que votre prix est trop bas, vous vous mettez dans de mauvaises conditions pour pouvoir faire votre prestation. Donc ça, il faut bien l'expliquer à quelqu'un qui vous demande un tarif et lui expliquer que si vous devez faire une demi-journée pour une maison de 100-150 mètres carrés, c'est le temps nécessaire pour y voir éventuellement des problématiques. Ces problématiques, elles n'empêchent pas la vente, elles sont là pour protéger le vendeur, mais aussi l'acquéreur. Donc, ça veut dire que le vendeur a lui aussi une responsabilité. Si jamais vous pratiquez des prix trop bas, comme toute gestion d'entreprise, vous allez devoir courir après le chiffre d'affaires et donc faire plus de biens dans la journée et donc réduire le temps passé sur le terrain. Et ça augmente énormément le risque de sinistre et aussi, ça engage la responsabilité du vendeur. Le vendeur se croit dégagé de toute responsabilité parce qu'il fait appel à un non-sachant, enfin, il fait appel à un sachant puisque lui-même est non-sachant. Résultat des courses, il pense qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Sauf qu'au final, si vous vous trompez, si vous n'avez pas vu les termites, si vous n'avez pas trouvé l'amiante, etc., sur des choses assez larges, eh bien, le vendeur, sa responsabilité aujourd'hui est engagée aussi et de plus en plus. L'acquéreur va élargir aujourd'hui les responsabilités sur le vendeur. Le vendeur, depuis le Code Napoléon, est toujours le propriétaire des vices cachés. Et il devra prouver, lors d'une expertise judiciaire, parfois pendant 5 ans, qu'il n'a rien caché au diagnostiqueur, au notaire, à l'agent immobilier. Donc ça, je pense que c'est important de le mettre dans notre logiciel de départ, logiciel intellectuel, pour expliquer à ceux qui prennent cette prestation l'importance de votre intervention et qu'elle doit être faite donc du coup avec un tarif et un temps qui correspondent finalement à un travail correctement fait. Voilà. Donc ça, c'est important de ne pas tomber dans « on n'a pas le choix », les agents immobiliers, les notaires. Vous savez, on a tous fait du terrain et en aucun cas, on a descendu nos tarifs. Simplement, ça fait une sélection des clients. Il y a des périodes parfois un peu plus délicates en termes de chiffre d'affaires, mais en même temps, on y gagne parce qu'on gagne des bons donneurs d'ordre et on peut faire ces prestations dans de bonnes conditions, et ce qui fait qu'on a de la marge, on a du temps et c'est la rentabilité d'une entreprise. Ça passe aussi par un tarif qui respecte votre travail. C'est tout, ouais. C'est super bien expliqué, Yann, merci beaucoup. Et c'est vrai, tombez pas dans ce cercle vicieux du prix bas qui vous entraînera derrière une augmentation des prestations à faire pour pouvoir gagner sa vie. Et surtout, il y a un moyen aussi qui est assez efficace aujourd'hui pour pouvoir éviter de se retrouver là-dedans, parce que j'entends déjà dire « oui, mais mes prescripteurs, ils veulent pas parce que je suis trop cher ». En fait, éduquez vos prescripteurs. Aujourd'hui, dans une chaîne de transactions, il y a globalement 3 acteurs professionnels. Vous avez l'agent immobilier, évidemment. La plupart du temps, c'est lui votre prescripteur. Vous, le diagnostiqueur immobilier, on le sait maintenant avec certaines choses comme le DPE ou l'audit énergétique réglementaire depuis peu, vous êtes un maillon indispensable de cette chaîne. En tout cas, vous l'étiez déjà, mais encore plus à leurs yeux aujourd'hui, puisque
sans votre prestation, la vente ne peut pas se faire. Et enfin, vous avez le notaire. Et en fait, il ne faut pas hésiter à faire comprendre. Alors, vous pouvez faire des présentations, vous pouvez intervenir dans leurs locaux, vraiment le moyen que vous voulez, mais à leur faire comprendre que c'est aussi la qualité de leur travail qui va rejaillir de votre prestation finalement, parce que c'est eux qui auront recommandé un diagnostic qui, s'il est mal fait, pourrait faire capoter une vente, ou en tout cas pour donner une mauvaise image de l'agent immobilier au vendeur, parce que finalement, le vendeur, il aura fait appel au diagnostiqueur préconisé par l'agent immobilier, et ainsi de suite. Donc vraiment, n'hésitez pas à les éduquer là-dessus, à leur faire comprendre qu'une prestation de qualité, même plus chère, c'est aussi un rehaussement de l'image de marque de leur propre entreprise à eux, et en tout cas une garantie d'une prestation et d'une vente bien faite. Et tout à fait. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas réceptifs à ça, acceptez de ne pas les avoir comme clients. Et c'est important parce que de toute façon, ils vous emmèneront dans des situations un peu compliquées. Même sur un marché qui est, c'est vrai, dans la transaction compliquée aujourd'hui, c'est aussi bien de leur rappeler que une vente qui se fait, c'est mieux que deux ventes qui ne se font pas. Donc, le fait d'avoir une prestation bien faite, même un peu plus chère, et de garantir que la vente se fera dans de bonnes conditions, pour moi, c'est un argument aujourd'hui qui s'entend du point de vue d'un agent immobilier. Et Guillaume, vous souleviez un point important, c'est le point qu'on essaye aussi de soulever, soit dans des réunions ministérielles, soit avec les fédérations, soit en direct. C'est aussi l'ensemble de la profession qui tente d'éduquer aussi les demandeurs. Parce que les agents immobiliers, évidemment, là on est dans un webinaire, on parle de ça, mais demain vous êtes confronté à un agent immobilier qui se moque bien de la qualité et qui veut vendre. Parce qu'il faut bien voir aussi que l'agent immobilier a changé depuis 10 ans, ce n'est plus le même. Ses conditions de salaire ne sont plus identiques. Avant, un agent immobilier gagnait très bien sa vie. Il avait plutôt tendance à vouloir des prestations plutôt bien assises. Alors, pas tous, mais on va dire une majorité. Aujourd'hui, sociologiquement, ça a changé puisque beaucoup d'agents co, des gens qui sont en reconversion, qui aiment le commerce et l'immobilier, qui se retrouvent agents immobiliers. Et finalement, ils démarrent avec des rémunérations tellement basses que vendre, c'est plus gagner de l'argent, c'est parfois survivre. Et donc, ils voient un peu le diagnostic comme une entrave à leur vente. Donc, ça aussi, c'est pour ça ce que disait Guillaume était hyper intéressant. Ça fait partie du travail de commerce aussi de votre entreprise, d'aller voir les prescripteurs, de faire des réunions avec eux dans des agences, leur expliquer les enjeux du diagnostic, les problématiques, de manière à ce qu'ils en prennent conscience eux aussi. Parce que beaucoup n'en ont pas conscience non plus dans vos donneurs d'ordre. Absolument, absolument. On passe au logiciel, Yann, un petit peu, cette partie que vous maîtrisez. Juste un point sur la Oui. concurrence, parce que très souvent, on me demande en création d'entreprise la concurrence, etc. Alors, c'est une profession, c'est un métier qui est malgré tout cyclique. La moyenne d'âge de reconversion est de 40-45 ans et elle est rythmée. Elle est rythmée par un cycle. Alors, avant, c'était 5 ans, maintenant, c'est 7 ans. Donc, tous les 7 ans, aujourd'hui, quelqu'un va débarquer sur votre diag dans votre maison, c'est une image, bien sûr, et va vous dire, monsieur Duchemin, est-ce que votre métier de diagnostiqueur vous plaît? Parce que finalement, s'il vous plaît, eh bien, il faut repartir pour une durée de 7 ans sur vos certifications, repasser des examens. Bon, il y a des choses qui vont être réformées, notamment avec le DPE, mais repasser un cycle de 7 ans. Donc, ça demande toujours une question d'introspection qui, finalement, peu répandue dans beaucoup de métiers et qui permet finalement de se dire, finalement, si je repars pour 7 ans, ça fera déjà 14 ans. Donc, c'est une profession qu'on le regarde depuis le départ, parce qu'elle a un peu plus de 20 ans maintenant, et qui se renouvelle en permanence, puisque en démarrant à 40-45 ans, vous faites 2 cycles de 7 ans, et bien souvent, vous avez des ventes de cabinets, des transmissions, vous avez plein de choses. Donc, en fait, la concurrence n'est pas figée. Pas comme un artisan, je ne sais pas, dans une bourgade rurale. Vous avez un artisan qui est arrière-petit-fils, qui est installé depuis 40 ans dans la commune. Vous vous installez, vous, en tant que jeune artisan, c'est compliqué de pénétrer ce marché. Mais dans le diagnostic, non, parce que ce métier est en perpétuel mouvement. Et donc, il y a un passage comme ça, demain, tous les 7 ans, tous les 14 ans, par cycle. Alors, il y en a qui ont fait 3 cycles, 4 cycles, d'autres qui en ont fait qu'un. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas non plus se figer trop sur la concurrence. La concurrence, c'est important de savoir qui ils sont, comment ils travaillent, à quel tarif ils travaillent, de manière à pouvoir vous positionner par rapport à eux, mais en aucun cas, c'est forcément une entrave. Voilà. Alors que pour d'autres métiers, c'est différent. Mais le diagnostic, c'est particulier de par sa sociologie. Absolument.
Merci Yann pour ces précisions, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont bonnes à rappeler et je suis persuadé que ce sont des questions que vous vous posez tous. Un petit passage aussi sur le logiciel, sur les logiciels. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un S parce que vous allez ou vous en utilisez principalement un, mais il en existe plusieurs sur le marché. Et là aussi, il y a des idées reçues, des choses sur lesquelles on a besoin de rentrer dans le détail pour vous faire prendre conscience un petit peu des dangers, en tout cas des risques que vous pouvez rencontrer dans leur utilisation. Yann? Oui, le logiciel, là, on pourrait faire un webinaire complet sur Oui, l'utilisation des logiciels parce que c'est devenu une vraie problématique. Puisque, alors, ça dépend des organismes de formation. Vous voyez, par exemple, nous faisons tout écrire au futur diagnostiqueur, c'est-à-dire qu'il va rédiger ses rapports sur des trames vierges sans utilisation de logiciel. Alors, ce n'est pas qu'on est réfractaire au numérique, bien loin de là. Simplement, comme je vous le disais en préambule, on a fait des formations, on a fait notamment un tour de France sur, finalement, faire prendre conscience aux diagnostiqueurs qu'ils avaient des problématiques au niveau de la rédaction des rapports. Donc, plutôt que de leur faire du contenu de formation, on leur a demandé de nous faire revenir leur rapport. Et on l'a analysé de manière extrêmement large, pas que d'un point de vue technique, mais aussi rédactionnel, juridique, devoir de conseil, etc., etc. Alors déjà, sur la base, lorsque vous sortez d'une formation, vous prenez un logiciel, déjà, il faut vous faire former au logiciel par l'éditeur de logiciel. Ça, c'est important parce qu'il va falloir un certain temps pour le prendre en main. Mais attention, ce que l'on voit énormément, voire quasiment systématiquement en formation continue, c'est qu'au final, les diagnostiqueurs ne lisent plus leur rapport. C'est-à-dire qu'ils vont relire uniquement ce qu'ils ont renseigné dans le logiciel. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces informations vont être retranscrites sur une trame qui a été fabriquée par l'éditeur de logiciel, qui est censé être certifié par le ministère, donc juste. Et finalement, vous allez signer l'ensemble à la fin. Sachez qu'en cas de réclamation, en cas de sinistre, un expert judiciaire ou un juge vous rendra responsable de vos écrits, c'est-à-dire de ce que vous avez renseigné vous en tant que technique, mais aussi ce qu'a renseigné l'éditeur de logiciel. Or, c'est vous qui signez l'ensemble. Alors, l'éditeur de logiciel, lui, il couvre large. Il va chercher la réglementation, des normes, etc. Donc, on a deux problématiques. Les bonnes utilisations de la réglementation, déjà, parce que parfois, vous avez des diagnostics qui appellent un arrêté, c'est-à-dire une loi, et non pas une norme. Et l'éditeur de logiciel va systématiquement écrire sur le rapport à la fois la loi et la norme, alors que ce sont deux méthodologies différentes. Donc, pareil, en cas de sinistre, quelle méthodologie vous avez utilisée? Donc là, vous vous mettez en difficulté. Pareil pour des chapitres qui sont déjà pré-remplis par les éditeurs de logiciels et qui sont problématiques et qui viennent finalement complètement flouter le message que vous vouliez faire passer. Parce qu'il y a quand même un paradoxe dans le diagnostic immobilier. Vous apprenez en formation initiale, puis en formation continue, à utiliser un langage technique à destination de gens qui sont finalement des non-sachants, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, comme certains d'entre vous, peut-être si vous n'êtes pas encore lancé, ce qu'est un DGI, un A2, un DDHS, un 30 milli. Enfin, vous voyez, ce sont des mots qui sont complètement finalement étrangers pour la lecture. Donc, la nécessité d'apprendre à rédiger de manière à vulgariser, on en parlera tout à l'heure avec le devoir de conseil, mais aussi à vérifier que dans votre rapport, les choses soient cohérentes. Voilà. Je prends l'exemple, on prend l'exemple d'un repérage plomb, par exemple, ou amiante. Vous avez ou l'arrêté ou la norme. Sur le plomb particulièrement, la norme est complètement obsolète. Et pourtant, les éditeurs de logiciels vous la replacent systématiquement sur vos rapports. Donc, c'est à vous de lire votre rapport et de ne pas faire confiance 100% à la trame du logiciel. Et si malgré tout, l'éditeur de logiciel finalement vous bloque certaines possibilités de modification, n'oubliez pas que vous êtes client et que c'est à vous de faire remonter les choses aux éditeurs de logiciels. Alors, ce que disait Guillaume tout à l'heure, éduquer ses clients, c'est aussi éduquer son prescripteur parce que vous utilisez finalement un outil qui peut vous mettre en difficulté. Certes, il vous fait gagner du temps, mais tout est trop automatisé et vous devez rester maître de la rédaction de vos rapports. Donc, le logiciel aujourd'hui est dangereux si vous ne le prenez pas en main, si vous ne le remaniez pas complètement en fonction des cours de formation que vous avez reçus.
et qui, normalement, vous ont permis d'identifier ce qu'il était important de noter et ce qu'il était important d'enlever. C'est ça, en fait, moi, enfin, mon image à moi de ça, du point de vue d'un assureur, en fait, c'est que le logiciel, c'est très bien pour gagner du temps. C'est fait pour ça. Mais ça ne vous exonère pas derrière de relire ce que vous avez écrit et de vous poser la question de savoir si c'est bien écrit, si c'est exactement ce que vous vouliez dire quand vous avez fait votre prestation. C'est important. Vous êtes tous, j'en doute pas, de très bons techniciens, mais il faut aussi être de très bons rédacteurs de rapports. Il faut aussi prendre le temps de se relire. Comme quand on envoie, je sais pas, un courrier ou un mail important, on prend le temps de se relire parce que bah, voilà, on est tous pareils, on fait une petite erreur ou quoi que ce soit, une tournure de phrase pas bonne. Là, c'est la même chose, sauf que les répercussions sont beaucoup plus graves. Hein. Il ne s'agit pas de dire ah, il a fait une faute, il a oublié un S. Là, c'est plutôt derrière, les conséquences, c'est une saisie de l'assurance parce que ça engendre une situation litigieuse, alors que peut-être que vous avez très bien fait votre travail finalement, mais c'est la retranscription que le logiciel a fait finalement dans le rapport qui était incomplète et c'est normal, vous avez à intervenir par-dessus pour vérifier, corriger, compléter surtout. Donc vraiment, voilà, c'est un aspect où il faut considérer ça comme une aide, mais pas comme quelque chose pas comme une parole divine qui ferait que, ben non, c'est passé par le logiciel, donc c'est forcément tout bon comme ça. Voilà, pour la partie logicielle. D'autres choses, Yann, à ajouter là-dessus ou Il y aurait beaucoup à dire sur le Ouais, logiciel. on fera peut-être un webinaire là-dessus. Voilà, le message, c'est ça. C'est vraiment reprenez en main votre rédaction et votre outil et ne vous laissez pas embarquer par l'éditeur, quelle que soit la marque et le nom. Hein. Je ne sais pas si vous avez tous vu, je vous ai glissé un petit sondage pendant qu'on était en train de parler sur le prochain sujet qui va traiter de la sinistralité. Je vous ai demandé, alors c'est pour ceux qui n'ont pas répondu, vous pouvez y répondre. Hein, normalement, il est dans votre onglet conversation, je crois, où vous avez dû recevoir une notification. La sinistralité débutant contre expérimenté. Donc, d'après vous, aujourd'hui, sur toutes les réponses que j'ai, bon, vous n'êtes pas trompé, vous avez mis à 100% que les plus sinistrés étaient les expérimentés. Et c'est vrai. C'est vrai. Alors, Incroyable. visiblement, c'est clair dans votre esprit, c'est bien. C'est peut-être parce que vous êtes passé par Clarity et qu'on vous a déjà expliqué tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une idée reçue aussi chez les assureurs. Hein, détrompez-vous, il n'y a pas que chez vous que ça pose problème. C'est qu'en fait, finalement, alors chez Clarity, on s'est penché sur les statistiques, sur beaucoup, beaucoup d'années pour essayer de comprendre le marché avant de se lancer. Et on s'est rendu compte que finalement, les moins sinistrés et ceux qui avaient les sinistres aussi les moins chers, ben, c'était les débutants, ceux qui commençaient dans leur activité. Pendant les 36 premiers mois, finalement, ben, le risque, il est plus faible. Alors, ça peut s'expliquer de plein de choses. Si on faisait un petit peu l'analogie avec le permis de conduire, même si on se dit tout le temps, ah, tiens, il a un A derrière sa voiture, c'est un danger, il ne fait pas attention, finalement, on a quand même plus de prudence quand on démarre. On fait attention, on les contrôle rétroviseurs, on regarde bien dans l'angle mort s'il n'y a rien, on a encore ces réflexes-là qu'on a appris à l'auto-école. Ben vous, c'est pareil en fait. Vous gardez ces réflexes, ces bons conseils que vous avez reçus en formation. Vous n'allez pas trop vous aventurer sur les choses que vous ne maîtrisez pas, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la liste des certifications, les 6 principales, mais en tout cas les autres que vous pouvez avoir avec mention, et ensuite la diversification sur d'autres activités. Ce n'est pas des choses où, en général, vous allez, quand vous êtes en tout cas sur une reconversion, et c'est très bien, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un risque, entre guillemets, plus sain que quelqu'un d'expérimenté qui, lui, à contrario, alors attention, j'aime pas ça, on fait une généralité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais c'est avec le temps qu'on finit par prendre des mauvaises habitudes, par avoir quelques excès de confiance, c'est normal, c'est humain hein, de toute façon, et c'est là que finalement, si on n'est pas vigilant sur l'utilisation du logiciel, sur voilà, quelques diagnostics en disant oh, ça, j'en ai déjà fait plein, oui, mais le bien, en l'occurrence, il est un peu différent des autres. Donc voilà, vraiment, c'est cette vigilance des premières années, il est crucial de la garder tout au long de votre activité pour éviter de tomber dans les mauvaises habitudes. Et encore une fois, prendre des mauvaises habitudes, c'est normal, c'est très difficile d'y échapper. Mais pour ça, il y a des solutions. On va en parler après, de toute façon, dans les slides suivantes. Mais voilà, vraiment, c'est en tant que débutant, finalement, vous gardez de bonnes habitudes sur les premiers mois, les premières années. C'est très bien, entretenez tout ça. Gardez votre esprit de vigilance. Ne soyez pas en excès de confiance. Ne faites pas de preuve de zèle non plus. Enfin voilà, vraiment restez très attentif. Et quand vous avez un doute sur quelque chose, bah, n'y allez pas. Prenez le temps de prendre du recul, de prendre la bonne information avant vraiment de sortir des choses qui pourraient générer des situations litigieuses.
Je suis assez surpris du sondage. Je m'attendais à l'inverse. En règle générale, comme dans beaucoup de métiers, l'expérience c'est souvent avec la compétence. D'ailleurs, c'est surprenant de ce sondage parce que la profession dans son ensemble a du mal à le comprendre. Ça. Et c'est important de le comprendre. Vous le disiez tout à l'heure, Guillaume, même chez les assureurs, il y a une époque, on a dû en parler avec les assureurs, leur expliquer qu'en fait, le débutant, il a peur de l'accident. Vous parliez du permis de conduire, c'est une belle image. Finalement, quand vous sortez de l'auto-école, vous respectez les zones 30, les autres 50, etc. Alors, on ne va pas faire trop de parallèles avec la conduite parce que ça devient pénible, mais au final, vous avez peur de l'accident et donc vous êtes extrêmement vigilant. Et puis plus ça va, plus vous devenez, comme tout le monde dans sa voiture, un bon conducteur. Et les autres sont mauvais conducteurs. D'ailleurs, si vous demandez à un diagnostiqueur s'il est bon, si les autres sont mauvais, il va vous répondre quasiment systématiquement « je suis bon, les autres sont mauvais ». En fait, on est tous mauvais sur certains points et on a tous besoin d'être vigilants. Donc, lorsque vous démarrez, pour ceux qui voudraient faire une période salariale avant de démarrer son activité, ben souvent, je la déconseille. Il vaut mieux démarrer avec les bons acquis de la formation directement que d'aller chercher les mauvaises habitudes des gens qui travaillent sur le terrain et qui, malheureusement, n'en ont pas forcément conscience. Ça, on le sait de source sûre. Donc, il y a une zone de départ, de démarrage, qui est une zone d'inconfort, puisque vous êtes lent ou lente. Votre premier diag, bien évidemment, pour faire un studio qui peut-être va vous durer 2 heures, eh bien, ça va vous prendre la journée. Ressortez vos cours, prenez le temps. Personne ne vous le reprochera. Personne ne viendra vous dire que ça ne va pas assez vite. Et prenez le temps de prendre vos marques et gardez ensuite toujours l'humilité de penser que tout le monde se trompe et tout le monde peut se tromper et commencer à voir certaines dérives. D'où vraiment l'intérêt essentiel de rester en contact avec la formation en permanence pour être sûr de rester dans les clous et de pratiquer toujours selon les bonnes pratiques, on va dire. Voilà. Merci Yann. Parfaite transition du coup pour la suite, puisqu'on a parlé du logiciel et des entre guillemets mauvaises habitudes qu'on pourrait tenter d'avoir avec le temps. Donc là, maintenant, on va vraiment rentrer plus dans les rapports. Alors, malheureusement, on ne sera pas aussi précis qu'on le voudrait parce que le temps ne joue pas en notre faveur là, mais puis ça mériterait vraiment un webinaire, voire plusieurs sur le sujet. Et là, on va aborder des choses surtout une chose qui peut vous sembler être un gros mot au départ, en tout cas, qu'il est pour beaucoup de personnes, c'est le devoir de conseil. Qu'est-ce que c'est le devoir de conseil et pourquoi ça fait partie des impératifs dans la rédaction de vos rapports? Alors, Yann, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, vous l'avez survolé. Et est-ce Oui. qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail du coup Le devoir de conseil, c'est quelque chose que nous travaillons depuis vraiment longtemps. C'est très important d'en parler. Le devoir de conseil, c'est une idée assez floue pour les diagnostiqueurs, même pour la profession en général. Tout le monde a une idée du devoir de conseil. Le devoir de conseil, c'est imaginons, je fais une mission amiante, je ne suis pas mandaté pour faire autre chose, et finalement, je vois quelque chose qui sort de ma mission, de mon cadre, et donc j'ai un devoir de conseil. Eh bien, ce n'est pas du tout ça le devoir de conseil. Alors, ça en fait partie, mais le principal, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait apprendre à rédiger son rapport de manière à ce qu'il puisse être lu par des non-sachants. Eh bien, le devoir de conseil, c'est ça. Puisqu'en effet, imaginons, alors on va se projeter sur une problématique, peut-être un sinistre, quelque chose. Bon, alors un diagnostiqueur n'a pas trouvé le termite dans la maison, donc au final, il est appelé à la cause. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le juge décide d'envoyer un expert judiciaire. L'expert judiciaire, spécialiste du domaine, parce que le juge n'est pas un spécialiste du termite. L'expert judiciaire va sur le terrain pour répondre à certaines questions du juge, mais la principale, c'est le diagnostiqueur a-t-il fait correctement son travail d'un point de vue technique? La réponse, c'est oui ou c'est non. Il reçoit le rapport de l'expert judiciaire et maintenant, le juge va juger. Et il va juger selon son regard aussi, lui, alors certes de juriste, mais de non-sachant sur le fond. C'est-à-dire qu'on doit, selon la réglementation, décrire qu'il y a du termite souterrain, vide sanitaire, etc., etc. Mais pour le juge, ce n'est pas suffisant. N'oublions pas qu'un acquéreur qui achète une maison est un non-sachant, c'est une potentielle victime.
honnête ou malhonnête, peu importe, il est là pour le voir. En tout cas, ce qu'il va vérifier chez vous, c'est si vous avez finalement répondu au devoir de conseil. C'est-à-dire, c'est un travail d'horlogerie, tout simplement. Le devoir de conseil, on peut oui, on peut l'identifier au devoir d'alerte. J'ai trouvé du termite dans le vide sanitaire, donc c'est termites souterrains, vide sanitaire. Eh bien, au vu des indices d'infestation de termites souterrains trouvés dans le vide sanitaire, il vous est fortement conseillé de consulter rapidement un spécialiste des agents de dégradation biologique des bois. Vous voyez, cette phrase qui paraît anodine, eh bien, pour le juge, elle est très importante. Elle doit être identifiée de manière claire sur un rapport, en rouge par exemple, à un endroit précis. Donc, le devoir de conseil, c'est vraiment, si on doit donner une définition, une vulgarisation pour un non-sachant et une protection pour vous parce que vous avez vraiment alerté, vous êtes adapté au lecteur et de fait, le devoir de conseil, s'il est correctement rédigé, et on a beaucoup d'exemples qui ont fonctionné dans les tribunaux grâce à des phrases et à des choses qu'on a inclus dans les rapports que nos stagiaires ont appliqués et qui ont fonctionné, on a un rendu de justice notamment, qui est plutôt formidable pour ça, puisque finalement, le juge a estimé que le rapport était extrêmement complet et extrêmement clair. Et ça a même évité la nomination de l'expert judiciaire, qui, je vous le rappelle, est quasiment la première étape. Donc, ça, ce n'est jamais abordé, on n'en parle jamais. Bon, nous, on en parle beaucoup, puisque ça fait des années qu'on travaille avec vous, les assureurs, évidemment, pour ce travail de prévention, et parce qu'on en a conscience, et parce que quelque part, la formation, c'est quelque part aussi avoir mis les pieds dans le tapis sur le terrain et vous éviter de les mettre aussi au même endroit. Donc, on a vécu certaines situations et l'objectif, c'est justement vraiment de faire tout un chapitre là-dessus. Le devoir de conseil, c'est même trop court en formation, mais on fait intervenir, par exemple, un avocat et on parle que de ça. Et on est pragmatique, voilà, sur le devoir de conseil. Comme les observations et finalement comme les réserves. Tout est lié. Les observations et les réserves sont des choses qui doivent être aussi extrêmement bien identifiées sur un rapport. Souvent, on trouve des néants ou du tout ou du rien, mais ou tout bâtiment, c'est pas clair. Si vous voulez, encore une fois, là, on reste sur l'automatisation du logiciel, et là, la rédaction, elle doit être vraiment adaptée au bien que vous avez sous les yeux. Donc, si c'est pour faire des observations, des réserves, il faut faire attention à cette automatisation où le logiciel va vous proposer finalement toute une liste de réserves que vous allez systématiquement remettre dans tous vos rapports et finalement qui ne correspondent pas à la maison qu'on a sous les yeux. N'oubliez pas que lorsque vous faites l'ensemble des diagnostics pour un bien et qu'il y a un sinistre que sur un diagnostic termite ou amiante, peu importe, c'est un seul et qu'ils n'iront pas voir les autres. Donc ce seul-là, il doit avoir tout au niveau des observations, des réserves, etc. Et évidemment, si dans les réserves, les observations, vous avez mis qu'il y a du lambris PVC, alors que c'est une maison, il n'y a pas de lambris PVC ou du lambris bois, parce que c'est l'automatisation du logiciel, eh bien finalement, vous vous mettez gravement en difficulté, vous ne répondez pas au devoir de conseil, et ça donne l'image et à l'expert judiciaire et au juge que vous ne maîtrisez pas votre rédaction, que vous avez été trop vite ou que vous n'avez pas voulu vous embêter. Et donc, de fait, ça donne déjà un mauvais point pour le diagnostiqueur en cas de mise en demeure. Ouais, je voudrais ajouter à ça, moi, que le problème, c'est que si vous ne faites pas ça correctement, cet effort de relecture et de précision, en tout cas dans la rédaction de vos rapports, vous pouvez, d'une situation perçue comme litigieuse du client, mais qui ne l'est pas réellement, finalement vraiment aboutir à un véritable litige derrière, parce que le juge, lui, il verra un préjudice là où le client ne l'avait pas forcément vu au départ, parce que votre prestation technique, elle avait été très bien faite, mais comme l'a dit Yann, et très bien dit même, le côté, voilà, il y a du lambris PVC parce que c'était dans la liste, ouais, je trouve pas la matière, je mets ça, c'est bon, voilà, ça le fait. Mais en fait, non, tout ça, ça peut vous être préjudiciable, et vraiment, c'est un effort à faire. Alors, probablement que vous allez tous très bien le faire et c'est super, mais vraiment, voilà, c'est un aspect qui n'est absolument pas à négliger. C'est pas nouveau le devoir de conseil et c'est pas que pour les diagnostiqueurs immobiliers, c'est pour l'intégralité des professionnels de France qui travaillent vis-à-vis des consommateurs en tant que clients, donc les particuliers. Et c'est important, même votre boulanger, hein, finalement, j'exagère, je vais caricaturer, mais quand il vous demande si votre baguette, vous la voulez bien cuite ou pas trop cuite, ben, en fait, c'est du devoir de conseil. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus simple pour un boulanger. Mais pour vous, c'est une précision dans la rédaction de votre rapport qui est indispensable et vraiment, je réinsiste encore là-dessus, d'une
situation qui n'est pas litigieuse au départ, une mauvaise rédaction fait que vous pouvez vous retrouver dans une situation litigieuse derrière. Et d'ailleurs, cette partie-là, devoir de conseil, observation, réserve, sachez que c'est la partie sur laquelle l'avocat va le plus s'appuyer pour vous défendre aussi. Si elle n'est absolument pas abordée, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on peut avoir éventuellement un problème technique, quelque chose que vous n'avez pas vu, etc. Mais si vous avez assez alerté, malgré tout, eh bien, ça vient compenser, voire même annuler la démarche. Donc, si vous voulez, c'est tout aussi important, cette partie-là, devoir de conseil, observation, réserve, qu'elle soit bien adaptée au bien immobilier et surtout qu'elle soit complémentaire à la partie technique. Mais la partie technique ne suffit pas et malgré tout, là aussi, il y a quelques divergences dans la profession en général. Certains, même des juristes, disent qu'il faut rester dans la réglementation et pas plus. Et je peux vous garantir que c'est faux puisque on essaie de ne pas pratiquer l'idéologie ou le dogme. On est sur la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit sur le terrain. On fait des expertises. On suit des jugements, on accompagne des diagnostiqueurs. Donc, je peux vous garantir que tout ça, vraiment, c'est de source sûre. Et je vous conseille vraiment, si vous allez dans des organismes de formation pour votre formation initiale ou même pour la continue, eh bien, de demander si ces parties-là sont abordées. Nous, on l'aborde systématiquement, même pour des débutants, en initial, surtout pour des débutants, mais aussi en accompagnement par la suite. Et moi, j'ai eu souvent la question donc, de professionnels qu'on a aidés à démarrer ou plus expérimentés, même des fois, qui me posaient la question de savoir si les photos peuvent aider en fait en matière de devoir de conseil. Si apporter une photo en pièce jointe de son rapport ou en annexe, c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer pour pouvoir défendre un dossier un peu mieux. Alors, je pense que tous les avocats vous diront que c'est mieux d'avoir des photos. Certes, c'est mieux à condition qu'elles soient bien utilisées. Parce que là aussi, problématique. Vous avez une anomalie, je ne sais pas, sur un tableau, puis finalement, c'est une prise de la salle de bain qui est prise en photo, qui est en face. Et vous avez un plancher de comble où vous avez sur le descriptif finalement marqué du bois et en photo, vous avez de la laine de verre. Donc oui, les photos, c'est évidemment aussi pour la visibilité du rapport et des problématiques pour le lecteur non sachant, un plus que sera apprécié le juge, à condition que les photos correspondent et soient pertinentes. Donc, ne faites pas un reportage photo, ce n'est pas l'objectif. Les photos peuvent être vraiment utilisées de manière aussi intéressante sur ce que vous voulez mettre en avant, sur le devoir d'alerte, encore une fois. Ça, c'est important. Je mets la photo et je mets la photo qui correspond. Donc, vous voyez, tout est nuancé, mais oui, les photos, si elles sont bien utilisées, en effet, peuvent être importantes pour souligner une problématique trouvée sur le terrain. Voilà, donc des photos, oui, mais pas n'importe comment. Voilà. Toujours la même logique, si c'est mal utilisé, derrière, on peut amener une situation litigieuse là où il n'y en avait pas. OK. On est bon pour cette partie-là, Yann. Oui. Maintenant, la solution à certaines des difficultés qu'on aurait pu rencontrer précédemment. Donc, comment construire des bases solides grâce à l'accompagnement? Nous, en tant qu'assureurs, avant de vous laisser parler, Yann, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est quelque chose que je vous conseille fortement. Si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, plutôt par un organisme de formation, mais si vous avez un professionnel référent d'une activité qui lui aussi peut, à titre accessoire, faire des formations, intervenir, voilà, quelqu'un qui peut en tout cas vous accompagner sur la durée, sur votre lancement, sur la première ou les premières années, pour vous permettre de vraiment voilà, de continuer à développer vos compétences, à ce que vous avez acquis donc, pendant votre formation initiale, mais surtout à consolider vraiment vos acquis, quoi, à ne pas tomber, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les mauvaises habitudes trop vite. Et vraiment, voilà, avoir des rappels, des alertes régulières et à vous corriger vraiment pour atteindre, au bout de quelques années, un niveau qui fera que derrière, vous serez pas embêté. Alors, l'accompagnement, ça va évoluer. Alors, ça existe déjà, parce que nous, on le fait depuis des années. Le projet d'arrêté pour le DPE, puisque par la presse, tout le monde a pris conscience, enfin, certains le savaient déjà, qu'il y avait des problèmes de fiabilité sur les diagnostics, DPE notamment, avec les articles de presse UFC que choisir 60 millions de consommateurs. Le ministère, et ça fait 1 an qu'une grande majorité de la profession travaille à des réunions quasiment tous les 15 jours là-dessus. Il y a un projet d'arrêté l'année prochaine où de toute façon le ministère va imposer un tutorat
dans l'année qui suit votre obtention de certification. Donc, de toute façon, ça va être imposé. Mais ça ne concerne que le DPE. Sur l'accompagnement, c'est un conseil que l'on vous donne, que ce soit assureur ou certains organismes de formation, parce qu'on sait que c'est essentiel de rester en contact avec la formation, comme on le disait tout à l'heure. L'accompagnement, nous le faisons sur les 3 premières années, justement pour identifier le travail. Donc, un accompagnement de terrain, ce que l'on fait sur une journée dans les 6 mois qui démarre l'activité, où un formateur vient avec vous pour vérifier, alors pas vérifier, vous accompagner, parce que c'est très différent de ce que vous allez subir en certification, ce qu'on appelle un contrôle sur ouvrage. Mais là, on vient vous accompagner une journée et ça, c'est important déjà au bout de 6 mois de voir de combien de centimètres vous êtes éloigné finalement de ce qu'on vous a appris 6 mois plus tôt. Et vous voyez que déjà, il y a une petite brèche. Donc, on vient la remettre au bon niveau et chaque année, on analyse vos rapports, on a un échange, on répond aux questions techniques, etc. Donc, pour ceux qui sont dans des réseaux, des franchises, il y a cette assistance qui existe déjà. Pour ceux qui sont indépendants, vous pouvez vous retourner vers des organismes de formation qui le pratiquent parce que c'est essentiel. Seul ou pas seul, de toute façon, on est toujours seul face à un sinistre, qu'on soit dans un réseau, qu'on soit indépendant, quel que soit le statut que vous avez, on est toujours seul face à ça. Donc l'idée, c'est de limiter et d'avoir un contrôle permanent de votre travail, un suivi et de la pédagogie bienveillante. Je parle bien de bienveillance parce que la certification, elle sanctionne dans ce qu'elle va suivre pendant votre cycle, soit par de la surveillance documentaire ou sur terrain. Elle va sanctionner. Elle n'est pas là pour faire de l'apprentissage. Donc, la bienveillance est importante, qu'on vous réexplique, qu'on vous accompagne. Ces 3 premières années sont essentielles pour, on va dire, cimenter, bétonner vos bonnes habitudes et pour éviter que vous tombiez dans les mauvaises. Parce que c'est en effet au cours des premières années que l'on prend les mauvaises habitudes. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel, un accompagnement aussi sur le devoir de conseil que sur le technique. Donc, c'est une globalité et c'est un métier qui est tellement polyvalent qu'on ne peut pas exclure un seul de ces sujets parce qu'un seul de ces sujets peut coûter très cher à un diagnostiqueur. Et notre objectif, c'est qu'il y ait le moins possible de diagnostiqueurs qui se fassent finalement emmener dans des périples de justice. Très bien. Merci Yann pour cette partie. Donc voilà, je le rappelle pour appuyer encore une fois dessus, vraiment, si vous pouvez vous faire suivre, vous faire accompagner les premières années, faites-le, vraiment faites-le. En tout cas, moi, en tant qu'assureur, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas vous lancer et de rester tout seul les 3 premières années en tout cas. Alors, là, je vais passer sur quelque chose qui vous parle probablement. Peut-être que vous ne l'avez pas encore mis en place, peut-être que vous ne saviez pas qu'il fallait le mettre en place. C'est ce que j'ai appelé, moi, les à côté obligatoires. On pourrait en citer d'autres. Je me suis arrêté sur les 3 principales choses qui, à mon sens, sont parfois oubliées. Je vais d'abord parler des conditions générales de vente et des conditions générales d'intervention. C'est le premier document que vous allez fournir à vos clients puisque c'est le document, ce qu'on appelle un document d'entrée en relation finalement. C'est ce qui va vous présenter, c'est ce qui va présenter également le type, l'entreprise que vous êtes, la nature de votre mission, quel droit est applicable à votre mission, ainsi de suite. Et sans oublier la procédure de réclamation, évidemment. C'est quelque chose qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous devez avoir des conditions générales de vente aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un document en lui-même qui va aussi participer à la baisse de la sinistralité parce que derrière, le client qui va recevoir ça, donc le vendeur la plupart du temps, même tout le temps, le vendeur d'ailleurs, lui, il va avoir un document sur lequel il va pouvoir déjà vous identifier la procédure de réclamation et également à savoir s'il a accès derrière à un médiateur de la consommation. D'accord? Donc, le médiateur de la consommation, c'est pareil, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ça ne dépend pas du code de la construction et de l'habitation comme le diagnostic immobilier. Néanmoins, c'est le code de la consommation. Et comme vos clients sont des consommateurs, la médiation de la consommation, elle est obligatoire. Depuis le 1er janvier 2016, vous devez indiquer les coordonnées de votre médiateur et le moyen de le joindre sur vos conditions générales de vente. C'est une obligation aussi. Ce que vous risquez aujourd'hui, ce sont des amendes assez élevées. D'accord, c'est 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Il faut savoir que la DGCCRF
depuis les différents articles qui n'ont pas fait du bien à la profession dans 60 millions de consommateurs ou l'UFC Que Choisir, s'est penché très sérieusement sur la question et a fortement augmenté le nombre de contrôles. Donc, il y a de fortes probabilités que vous soyez audité ou contrôlé par la DGCCRF. Alors, c'est la DDPP quand c'est local, Direction départementale de la protection des populations. Ils regardent, ils vont regarder votre site internet, ils vont regarder dans vos mentions légales si vous présentez des choses, ils vont demander de fournir un rapport, de fournir les documents d'entrée en relation, est-ce que vous avez des conditions générales de vente. Ensuite, ils vont les décortiquer, ils vont bien regarder tout ça. Donc, vraiment, prenez soin de le faire. C'est un travail de juriste, donc il y a des juristes ou des avocats qui vous les rédigeront. Pourquoi c'est un travail de juriste? Parce que le droit applicable se modifiant de mois en mois, d'année en année, ben voilà, ce qui est valable à un instant T ne sera peut-être pas valable dans 2 semaines, 3 semaines, donc ça nécessite des mises à jour régulières. Pour la médiation de la consommation, je vous ai laissé les coordonnées du site internet qui vous permet d'aller trouver un médiateur de la consommation dédié à votre activité de diagnostiqueur immobilier. Pour info, ça doit coûter à peu près une centaine d'euros à l'année. Alors, ça peut être proposé par les fédérations ou les réseaux, si vous faites partie d'une fédération ou d'un réseau. Vous pouvez aussi le prendre tout seul. Vous pouvez aussi créer un groupement. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait en se regroupant à une trentaine de diagnostiqueurs pour pouvoir avoir un tarif. Enfin voilà, libre à vous, mais en tout cas, c'est une obligation. Vous devez le faire. La dernière chose. Oui. Pardon, juste Guillaume, je vous interromps 2 secondes. Sachant que la veille réglementaire ne décortique pas forcément les textes. Enfin, la problématique, c'est que vous n'avez pas le temps sur le terrain de décortiquer un texte juridique. Donc, n'hésitez pas non plus, en plus de la veille réglementaire qui est censée vous alerter d'un changement, à vous rapprocher soit des fédérations, soit des organismes de formation pour avoir des explications par rapport à ça, voire des formations ou autre chose. En tout cas, sur ce qui risque de se passer, des webinaires sont organisés comme on le fait aujourd'hui aussi pour y répondre. Donc, la veille réglementaire, c'est une obligation, mais ça ne donne pas non plus toutes les informations dans leur totalité. Non, c'est simplement une veille, c'est ça. Ça donne un petit peu un panorama, mais ça nécessite en tout cas de creuser derrière. Donc voilà, pour l'obtenir, je vous ai mis la liste c'est une liste non exhaustive, évidemment, des moyens pour pouvoir obtenir une veille réglementaire, mais là aussi, faites le nécessaire pour ne pas vous retrouver embêté. Comme promis, et on est dans les temps, il reste 3 minutes. C'est la partie questions-réponses. Si vous avez des questions maintenant qui vous viennent, c'est le moment de les poser. Pour ceux qui en auraient et qui ne voudraient pas les poser maintenant, vous pouvez aussi les poser en différé. Pour ça, vous pouvez simplement m'envoyer un mail sur contact@clarity.fr et j'y répondrai avec Yann. On prendra le temps de répondre à certaines questions si elles nécessitent vraiment de se pencher davantage et de prendre beaucoup plus de temps, parce que là, en quelques minutes, ça peut être juste. Vous avez également la possibilité, toujours sur contact@clarity.fr, de me faire savoir dans ce webinaire quels sont les sujets qui vous ont le plus intéressé et sur lesquels vous souhaiteriez qu'on développe davantage de contenu. Nous, on est à votre écoute. On fera d'autres webinaires. Donc, l'idée, c'est que si ça colle avec vous, les besoins que vous ressentez, en tout cas dans le moment, les questions qui restent sans réponse aujourd'hui, n'hésitez pas, vraiment, on construira les choses pour pouvoir répondre à vos questions. C'est le but, c'est que ça colle parfaitement à ce que vous souhaitez pour exercer votre activité le plus sereinement possible et avec le moins de risques possible, évidemment. Il n'y a pas de questions. C'est soit qu'on a été très, très clair, soit qu'il n'y a plus personne, en fait. Non, on va partir sur si, j'ai une question. J'ai une question. Alors, c'est dingue que ces rapports fournis par les éditeurs soient dits faux par les organismes de formation assureurs, alors que les éditeurs disent que c'est tout bon. Alors, ouais, là, il faut qu'on apporte une précision. Je vais nuancer. C'est pas forcément faux, c'est que ça dévie. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Le diagnostic thermite vous impose d'indiquer la durée de visite du bien, d'accord, le temps que vous y avez passé. Et dans l'outil logiciel, eh bien, le logiciel va reporter, par exemple, vous ayez passé 2 heures, eh bien, va reporter ce temps sur tous les autres rapports. Alors que sur les autres rapports, il ne faut pas l'indiquer. Ce n'est pas nécessaire, c'est même parfois contre-productif. Parce que si vous avez une petite installation électrique qui prend quasiment, vous avez 3 prises, et vous marquez que vous y avez passé 2 heures, vous donnez mauvaise impression aussi. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'éditeur essaye de créer un outil qui soit le plus large possible. C'est à vous de reprendre la main dessus
en fonction de ce que vous avez vécu en formation pour finalement aller adapter ce que vous savez avec l'outil du logiciel. Là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était de dire ne vous laissez pas embarquer par l'outil parce que l'éditeur logiciel, lui, il se protège aussi. Donc, il va mettre plein d'informations dans la norme. Et ça devient parfois des énumérations d'articles de loi, etc., qui n'ont aucun intérêt, aucune obligation pour le lecteur. Donc, c'est à vous de faire le ménage. L'idée, c'est bien de comprendre qu'il y a cette problématique sur les éditeurs logiciels et qu'il faut donc, parce que c'est leur travail de faire des outils larges, et que c'est à vous, en tant que professionnel, de resserrer et de d'écrire ce qui est important d'écrire. Donc, là où j'insiste, par contre, c'est de vous dire que si l'éditeur de logiciel, quel qu'il soit, vous dit ben oui, mais l'outil ne permet pas, ben, il faut que l'outil permette de faire ce qui vous paraît être pertinent, ce qu'on vous a appris comme étant pertinent. Mais il n'y a pas de raison, les éditeurs de logiciels ne sont pas faux. Il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais que vous avez la possibilité de modifier. Et d'ailleurs, en cas de sinistre, on l'a beaucoup vu sur des expertises judiciaires ou d'assurance, où j'ai le diagnostiqueur qui me dit bah oui, mais c'est le logiciel. Même en formation continue, c'est le logiciel. Donc, ne pas se cacher derrière le logiciel. Le logiciel est un informaticien qui va utiliser une norme et qui développe un outil. Vous êtes un professionnel et donc vous devez reprendre la main. C'est là-dessus que j'insiste énormément parce que beaucoup n'ont pas pris conscience que dans les rapports, il y avait des choses qui n'allaient pas dans la lecture et dans la rédaction. Absolument, c'est ça. Le logiciel, il fait ce pourquoi il est fait aujourd'hui. Ils le font bien, c'est vous aider, mais c'est en aucun cas faire le travail à votre place. Comme l'a bien dit Yann, il doit être le plus large possible parce qu'il a affaire à des profils et des activités très, très différentes. Donc, il vous propose plein de choses, mais c'est à vous derrière de bien sélectionner et de bien faire. Et on a une question sur les CGV. Dois-je les envoyer à un avocat? Oui, moi, je vous conseillerais de les faire vérifier par un juriste pour ne pas avoir écrit de bêtises. Après, vous pouvez trouver des trames sur des sites type Légifrance de ce qu'il faut faire, de comment il faut rédiger son rapport, ses conditions générales de vente. Mais voilà, le mieux, c'est quand même de les faire viser par un avocat, par un juriste, parce que voilà, c'est la seule personne qui sera en mesure de vous dire si c'est OK ou pas, et en tout cas de mettre son veto si jamais c'est pas bon. Ensuite, on parle spécialisé. Et un avocat spécialiste qui connaît bien le direct, de préférence. Ensuite, on a une question sur la concurrence. Oui, on nous dit qu'effectivement, les conseils qu'on donne sont bien, mais que dans la pratique, les prescripteurs choisissent souvent localement celui qui est le moins cher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une vraie éducation à faire auprès de vos prescripteurs. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue d'assureur, moi, et sur lequel, vous aussi, Yann, hein, je le sais, et sur lequel il y a peut-être un travail à faire nous, auprès de nos assurés, en tout cas, pour vous aider là-dessus, en fait, dans la communication, dans les arguments, vraiment vous accompagner. Donc, il y a des choses auxquelles on réfléchit. On ne s'est pas encore décidé sur le moyen qu'on allait utiliser pour ça, mais j'entends ce que vous dites. Je sais que c'est problématique et je pense que c'est un travail collectif si on veut aboutir à quelque chose, un travail en tout cas auprès des agents immobiliers. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses qui seront faites là-dessus pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Si le donneur d'ordre est une agence ou un notaire, faut-il signer les CGV au donneur d'ordre? Non, c'est vraiment les conditions générales de vente, c'est la personne qui va vous régler, c'est la personne à qui vous facturez en fait. Donc vous facturez normalement pas l'agent immobilier, vous êtes censé facturer le client, sauf si je dis des bêtises, mais voilà, donc c'est destiné au consommateur, pas à un autre professionnel. Si un agent immobilier vous demande d'intervenir pour une prestation, il faut savoir que le donneur d'ordre reste systématiquement le vendeur. Voilà. Le vendeur, c'est le propriétaire du bien. Donc, c'est lui qui doit signer ça. Alors, on a dépassé un peu. On a d'autres impératifs. On va arrêter là, mais comme je vous l'ai dit, si vraiment vous avez d'autres questions ou si je n'ai pas pu répondre à tout le monde, envoyez-moi un mail, moi, à contact@clarity.fr. J'y répondrai en différé, il n'y a pas de souci, vous aurez une réponse à toutes vos questions. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui pour notre premier webinaire. Merci à vous, Yann, d'avoir accepté de participer et de nous avoir apporté tous vos beaux conseils.
Il y aura d'autres éditions, donc on vous en dira plus prochainement. Merci pour l'invitation. Et je précise aussi aux diagnostiqueurs que l'assureur est pour vous dans ce métier un partenaire. Croyez-moi, c'est très important de le voir comme un partenaire et de travailler en collaboration avec la formation. Ça permet de pérenniser cette profession pour vous et pour l'ensemble de la profession, c'est important. Absolument, parce que l'idée, c'est bien ça, c'est de faire en sorte que vous vous portiez le mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà, merci à tous encore une fois. Passez une très bonne journée et à bientôt, je l'espère. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.